Je présente Claire Grossèvre, donc cadre technique sur la Fédération de triathlon. On est assez nombreux ce soir, donc je vous demanderai de tous éteindre vos micros, désactiver le son. Si vous avez des questions à poser au fur et à mesure de la présentation, vous pourrez le faire par le chat, et puis moi je poserai les questions ensuite à notre intervenant. Du coup, ce soir, en continuité avec les webinaires qu'on a mis en place sur la pratique, notamment de l'endurance et du sport chez les jeunes, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Rattel, qui est enseignant-chercheur sur l'Université de Clermont-Ferrand, sur le STAPS et spécialiste de la physiologie de l'enfant. Donc, c'est avec cette université qu'on travaille en partenariat, et notamment au niveau des projets de recherche qu'on a menés sur le RAID et qu'on vous a présenté sur un webinaire précédent. Et qui est spécialiste de l'enfant et de la physiologie. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien pour se présenter. Et je le remercie déjà d'être là ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions donc par le chat et éteindre bien vos micros. On va partir pour 45 minutes environ de présentation, puis on aura un temps d'échange sur des questions-réponses, sûrement en fin de présentation. Sébastien, je te laisse la parole. Merci. Bien, merci Claire, merci à vous tous d'être parmi nous. Et puis merci aussi à la Fédération française de triathlon d'organiser cette série de webinaires, notamment sur la préparation physique du jeune sportif, avec une approche performance et santé. Alors rapidement, Claire m'a présenté. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne et depuis maintenant une vingtaine d'années, je m'intéresse notamment à la physiologie de l'exercice chez l'enfant. Donc j'essaye de comprendre les effets de la croissance et de la maturation sur les réponses, notamment physiologiques au cours de l'exercice, qu'il soit intense de courte durée ou qu'il soit plutôt prolongé à intensité modérée. Et l'idée, c'est de pouvoir, en quelque sorte, produire de la connaissance et vulgariser cette connaissance pour la mettre au profit des milieux sportifs, éducatifs et médicaux. Donc, ce soir, je vais vous parler notamment de l'entraînement des jeunes catégories et notamment de la préparation physique du jeune sportif. Alors, je vais en parler assez humblement parce que les connaissances sur l'enfant aujourd'hui ne sont pas autant développées qu'on pourrait l'espérer. Mais en tout cas, il faut savoir que sur les 15-20 dernières années, il y a eu un bon nombre de travaux qui nous ont permis d'y voir en quelque sorte un petit peu plus clair sur la manière d'entraîner, d'accompagner et de suivre les jeunes sportifs au cours de leur développement. Alors, préparation physique, hein, c'est un terme que l'on utilise de manière récurrente dans le milieu sportif, mais lorsqu'on s'apprête, en tout cas lorsqu'on s'intéresse aux jeunes enfants, la préparation physique, c'est un grand terme. Il faudrait plutôt, dans un premier temps, parler de préparation motrice avant de parler de préparation physique. Et cette préparation motrice, on va le voir après, c'est une préparation qui est incontournable. Il faut de toute évidence développer dans un premier temps les qualités motrices, développer les habiletés motrices, si l'on veut convenablement développer les qualités physiques telles qu'on les connaît, qui concernent la force, la vitesse, la puissance, l'endurance. Et si on ne développe pas ces qualités motrices, en tout cas si on ne propose pas un large panel d'activités physiques orienté sur le développement de cette motricité, notamment aussi le développement des fonctions cognitives, il va être difficile plus tard finalement de développer de manière harmonieuse les qualités physiques et sportives du jeune sportif. Donc dans un premier temps, il vaut mieux parler de préparation motrice et puis après de préparation physique, on va le voir après, pour répondre bien sûr à des enjeux de performance sportive et puis à des enjeux de santé physique et mentale. Alors, la problématique, hein, lorsque l'on s'intéresse à l'enfant, c'est de pouvoir programmer et bâtir sur un organisme qui est encore immature. En plein développement.
Et c'est toute la difficulté parce qu'un enfant, c'est un être en pleine croissance, en pleine maturation, donc c'est un être en plein développement dynamique. Ces deux paramètres que constituent la croissance et la maturation, ces deux variables en fait qui vont complexifier la donne, ces deux variables vont se surajouter finalement au principe de l'entraînement que l'on connaît, qui concerne la progressivité, la surcharge de travail et puis la spécificité. Et donc, c'est un véritable enjeu que de pouvoir finalement essayer d'adapter ou d'accompagner et de suivre ces jeunes sportifs en pleine dynamique de croissance. Donc, l'objectif, en quelque sorte, ce soir sur ma présentation, c'est de vous présenter les grands principes qui sont à respecter dans l'entraînement des jeunes catégories. Si on veut, dans un premier temps, optimiser la performance sur du court, moyen et long terme, tout en essayant de préserver le capital santé de nos jeunes sportifs. Alors, pour définir un petit peu plus précisément la croissance et la maturation, la croissance, elle caractérise notamment l'augmentation progressive des dimensions du corps, d'un organe ou d'un tissu. Donc, c'est un phénomène qui est purement quantitatif et qui est facilement observable, qui est facilement mesurable. Lorsque l'on veut évaluer la taille debout ou la taille assise, ou bien le poids, ou des circonférences, des diamètres, il suffit de prendre des outils comme une toise, une balance, un mètre ruban. Ce phénomène de croissance, voilà, on peut l'évaluer assez facilement et on peut l'observer assez facilement. Donc, c'est un phénomène purement quantitatif. Par contre, la maturation, elle caractérise principalement la progression de la fonction d'un organe ou d'un tissu ou d'un système biologique. Donc là, on est sur un phénomène plutôt qualitatif qui correspond au fonctionnement d'un tissu ou d'un organe ou même d'un système biologique, et ça jusqu'à son état de maturité qui correspond au fonctionnement adulte. Alors, cette maturation, elle est moins évidente à évaluer puisqu'on a différents types de maturation. Vous avez une maturation sexuelle, une maturation somatique qui est propre au corps, et puis une maturation plutôt osseuse. Alors, dans le milieu sportif, on évalue assez peu finalement la maturation sexuelle ou la maturation osseuse. En tout cas, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'étudier ou d'évaluer la maturation somatique, et ça en fonction de l'évolution des dimensions du corps, notamment de la taille debout, de la taille assise et puis du poids. Et on peut essayer voilà, d'évaluer à partir de méthodes de prédiction, on le verra après, l'âge qui va correspondre au pic de vélocité de croissance de l'enfant. Un enfant, en fait, quand il grandit pas de manière linéaire. Il y a des phases de croissance qui sont plus ou moins rapides, et on peut noter notamment une phase de croissance rapide qui est aux alentours de 14 ans pour le garçon et aux alentours de 12 ans pour la fille. Alors, cette maturation, en fait, elle peut arriver en même temps que la croissance, mais cette maturation, elle peut aussi être décalée par rapport à la croissance. On peut avoir des enfants qui maturent plus précocement et puis des enfants qui vont maturer beaucoup plus tardivement. Et on sait aujourd'hui que vous avez entre 5 et 6 ans d'écart. On peut avoir des écarts de maturation de 5 à 6 ans entre des enfants qui ont pourtant le même âge chronologique ou qui sont nés le même jour, ou qui ont la même date de naissance. Alors, quand on parle de développement, finalement, on parle à la fois de croissance et de maturation. On pourrait y rajouter le vieillissement, bien sûr, mais dans le cadre de cette présentation, de ma présentation, je n'aborderai que ce phénomène de croissance et de maturation. Alors, si on regarde un petit peu les courbes de Scamone, qui datent des années 70, vous voyez à l'écran, notamment en rouge, que le système nerveux central, en fait, il mature essentiellement au cours des premières années de la vie, jusqu'à l'âge de 12-14 ans, comme vous pouvez le voir ici. Mais ce système nerveux central, en fait, il continue d'évoluer jusqu'à l'âge de 20, voire 25 ans. Et aujourd'hui, les études montrent clairement qu'il faut atteindre l'âge de 25 ans pour avoir une maturation pleine, on va dire presque totale, de ce système nerveux central. Alors, le système nerveux central, vous avez l'encéphale, bien sûr, vous avez toutes les voies nerveuses, les commandes nerveuses, et puis après, vous avez aussi la moelle épinière. Et puis après, vous avez une maturation hormonale, vous voyez, qui arrive un petit peu plus tardivement, aux alentours de 14-15 ans. Donc, il faut attendre la pleine puberté pour
que les enfants, ou en tout cas que les adolescents, puissent hypertrophier leurs muscles et augmenter leur niveau de force et de puissance. Le système nerveux central, en fait, vous voyez, en raison de cette pleine maturation, notamment cette maturation importante sur ces premières années de la vie, il va falloir à ce moment-là le solliciter de façon à pouvoir développer les fonctions à la fois cognitives et motrices des enfants. Donc, durant les premières années de la vie, il faut absolument proposer, on va dire, un panel d'activités physiques aussi large que varié, de façon à ce que l'enfant puisse développer sa motricité et développer notamment les habiletés motrices générales, à savoir la coordination intermusculaire, la coordination intramusculaire, l'adresse, l'agilité, l'équilibre, la proprioception, les sensations kinesthésiques. En fait, il faut absolument proposer alors des activités motrices allant de la course à pied, allant du pédalage à des sauts, à des lancers, à des frappes, à des exercices de glisse, etc., de manière à pouvoir solliciter ce système nerveux central de différentes manières. Et cette motricité-là, en fait, elle est essentielle, elle est importante, vous voyez, sur ces premières années jusqu'à l'âge de 12-14 ans. Il faut absolument passer par du multisport ou du multi-activité si vous voulez, plus tardivement, au moment de l'adolescence, développer, comme je vous le disais précédemment, les qualités physiques, à savoir la force, la vitesse, la puissance, l'endurance et bien d'autres. Le système hormonal, vous voyez ici, maturant un petit peu plus tardivement, c'est-à-dire que le muscle va pouvoir s'hypertrophier un petit peu plus tardivement. Et si vous voulez proposer des activités orientées plus sur les qualités de force, sachez qu'avant la puberté, l'enfant va progresser essentiellement grâce à des adaptations de type nerveuse et beaucoup moins grâce à des adaptations de type musculaire. Donc, dans un premier temps, le niveau de force va progressivement augmenter parce que l'enfant va pouvoir mieux recruter ses unités motrices ou ses fibres musculaires qui sont innervées. Donc, adaptation nerveuse dans un premier temps, et puis ensuite, l'enfant, par l'hypertrophie musculaire, va pouvoir aussi augmenter son niveau de force grâce à l'augmentation des dimensions du muscle. Alors, c'est important de proposer un panel d'activités assez large, notamment sur ces premières années, parce que l'enfant est caractérisé par une certaine plasticité cérébrale, à savoir que dans le cerveau des enfants, notamment durant l'enfance, vous avez 1 million de milliards de connexions synaptiques, ce qui représente à peu près 10 fois le réseau Internet mondial. Pour comparaison. Donc, il faut absolument, durant l'enfance, nourrir le cerveau si vous voulez vraiment développer le réseau synaptique. Et il faut interagir de manière positive avec l'enfant, de manière à pouvoir développer sa motricité, ses fonctions à la fois motrices et cognitives. Et alors, ces connexions synaptiques durant l'enfance, elles sont nombreuses. Je vous rappelle 1 million de milliards de connexions synaptiques. Mais à un moment donné, il va y avoir un certain élagage synaptique, à savoir, en fonction de ce que vous allez proposer à vos jeunes sportifs, vous allez pouvoir renforcer certaines connexions. On va pouvoir renforcer les connexions qui seront les plus utilisées. Mais à l'inverse, on va faire disparaître d'autres connexions qui seront beaucoup moins utilisées. Donc, il y a une espèce d'élagage synaptique, un câblage nerveux qui va se construire en fonction de ce que l'on va proposer à nos jeunes. Et donc, vous comprenez bien qu'on est hautement responsable de la façon dont le cerveau de l'enfant se modèle. Et en fonction de ce que l'on va proposer, en fonction de ce que on va faire pratiquer à nos jeunes, eh bien, on va façonner le cerveau d'une certaine manière. Donc, on a une grande responsabilité. Et il faut aujourd'hui, notamment sur cette période de confinement où les enfants bougent moins, où ils ne peuvent pas pratiquer, notamment dans les gymnases, dans les lieux fermés, il faut absolument inciter les jeunes à bouger, à faire de l'activité physique, si vous voulez qu'on puisse construire convenablement ces fonctions à la fois cognitives, intellectuelles et motrices. C'est un message fort que je voudrais vous faire passer ce soir à travers mon intervention. Alors, pour ce faire, il faut stimuler l'enfant, il faut essayer d'enrichir son environnement.
Et pour ça, il faut diversifier les activités physiques et sportives, il faut favoriser les activités physiques quotidiennes, en dehors bien sûr de ces activités sportives, favoriser les activités dans la nature pour essayer d'éveiller aussi les différents sens de l'organisme, favoriser le jeu libre parce que c'est un moment où les enfants vont pouvoir développer naturellement leur motricité, donc il faut éviter de brider les enfants et leur interdire peut-être de monter aux arbres, de monter sur les murs, de sauter, etc., d'avoir une activité spontanée, ça c'est important. Cette motricité, elle se construit aussi par le jeu et par le jeu libre. Donc il faut aussi inciter, mettre dans des jardins, par exemple, des slacklines, en tout cas du matériel qui puisse inciter les enfants à développer naturellement leur motricité, leur habileté motrice générale. Il faut favoriser aussi les activités en groupe pour inciter aussi à pratiquer. L'émulation, c'est quelque chose de très important. Alors, dans un premier temps, il faut être plus sur une motivation de type intrinsèque, propre à soi-même. Et après, avec les années, cette motivation, elle va se transformer plus sur une motivation extrinsèque, où là, l'enfant va rentrer dans un modèle un petit peu plus compétitif. Et donc, il ne faut pas hésiter à favoriser la découverte, éveiller la curiosité. Il n'y a que comme ça que finalement, on va pouvoir inciter nos jeunes à s'engager dans l'activité physique. Et pour ça, il faut passer par le plaisir, le jeu, les bonnes sensations. Il faut aussi que la relation entre l'enseignant et l'enseigné soit optimale. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui abandonnent l'activité parce que la relation avec le professeur se passe pas toujours très, très bien. Donc, il faut essayer d'optimiser ce duo enseignant-enseigné. Et puis, je crois aujourd'hui aussi qu'il faut donner du sens à l'activité proposée parce que les enfants aujourd'hui ne comprennent pas toujours pourquoi ils viennent s'entraîner. Et aujourd'hui, on parle de littératie physique, c'est-à-dire éduquer les enfants à pratiquer l'activité physique, expliquer en quoi l'activité physique ou le sport est bénéfique pour leur santé immédiate ou future. Donc ça passe par de l'explication, par une certaine littératie physique. Ça, c'est un terme qu'on utilise maintenant de plus en plus de nos jours. Alors, au-delà de tout ça, il faut bien sûr aussi optimiser le temps de sommeil. Aujourd'hui, les enfants ont tendance à se coucher un peu tardivement et à se réveiller tôt parce que certains doivent prendre le bus pour aller à l'école. Donc, la quantité de sommeil, elle est parfois réduite. Et puis, sa qualité aussi peut être perturbée. Et il faut savoir que durant le sommeil, on récupère à la fois physiquement, c'est pendant le sommeil lent profond qu'on va récupérer physiquement. C'est à ce moment-là où l'hormone de croissance est produite pour régénérer physiquement l'organisme. Et puis après, il y a le sommeil paradoxal durant lequel on a une régénération plutôt d'ordre psychique. Donc le sommeil aussi, c'est une phase importante de récupération à la fois physique et psychique. Et l'alimentation, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions là-dessus, l'alimentation est aussi importante, notamment pour des enfants qui sont en pleine croissance rapide, où là, la balance énergétique doit être plutôt positive que négative, à savoir que les apports en énergie doivent être supérieurs aux dépenses, de manière à ce que l'enfant aussi puisse grandir et répondre en même temps à la charge de travail qu'on lui impose, qu'on lui propose. Donc, il faut aussi adapter un régime en protéines convenable. Alors, en fonction de l'activité pratiquée ou du volume d'entraînement par semaine, eh ben, on va pouvoir augmenter l'apport en protéines, par exemple. On peut passer à des apports de 1,5, 1,6, voire plus grammes par kilogramme de poids de corps par jour. On pourra en discuter un petit peu après si vous le souhaitez. Alors, rapidement, dans le cerveau, en fait, vous avez en gros trois niveaux. Vous avez un cerveau plutôt reptilien qui est plutôt archaïque. Le cerveau de base qui régit les comportements primitifs, donc qui, en quelque sorte, qui va réagir si l'enfant est dans une situation de survie, s'il est en manque d'eau, s'il n'a pas suffisamment bu parce qu'il a pratiqué en pleine chaleur, il s'est déshydraté ou soit il se retrouve en hypoglycémie parce qu'il ne s'est pas suffisamment alimenté ou il a mal dormi, son temps de sommeil a été réduit. Si le cerveau reptilien est fortement activé, eh ben, il va envenimer finalement l'activité du cortex. Et si le cortex ne peut pas travailler convenablement, ne peut pas être activé convenablement, mais c'est l'apprentissage qui en est altéré.
parce que le cortex, c'est le cortex qui régit toutes les actions, les fonctions exécutives d'anticipation, de réflexion, d'analyse, de prise de décision, etc. Et donc, si le cortex n'est pas totalement libre, parce qu'il est pollué par le cerveau reptilien, en fait, le cortex ne peut pas convenablement fonctionner. Et donc, l'enfant ne peut pas convenablement apprendre. Et c'est la même chose au niveau du cerveau limbique qui régit les émotions. Si l'enfant il est dans une situation de colère, de tristesse, ou s'il a des mauvaises émotions plutôt négatives, et bien pareil, ces émotions négatives, si le limbique est trop fortement sollicité, le cortex ne peut pas travailler convenablement, ne peut pas être activé convenablement, et donc l'apprentissage s'en trouve altéré. Alors, je vous prends un exemple très simple. Si vous avez des enfants qui viennent à la piscine, par exemple, qui prennent une douche et que, entre-temps, avant de se mettre dans l'eau pour apprendre à nager, ils se sont refroidis, par exemple. S'il y a un quart d'heure ou 20 minutes qui se sont écoulés entre la prise de la douche et l'entrée dans l'eau, si l'enfant a froid, qui claque des dents et qu'il a les lèvres bleues, c'est le reptilien qui va prendre le dessus. Donc là, l'enfant, il se trouve dans une situation de survie. Ce sont des émotions finalement qui ne sont pas très très bonnes, de tristesse, de colère. Et donc l'enfant ne peut pas apprendre parce que son cortex n'est pas totalement libre pour pouvoir agir. Donc vous voyez qu'il faut faire très très attention à ces émotions et à l'état dans lequel l'enfant va se situer, s'il a soif ou pas, ou pas suffisamment mangé ou mal dormi, etc. Il faut être très attentif par rapport au comportement des jeunes. Il faut savoir les observer avant de pouvoir agir auprès d'eux dans le domaine de l'apprentissage et de son développement. Alors, pour en venir justement sur ces dynamiques de croissance et de maturation, comme je vous le disais tout à l'heure, l'enfant, lui, il ne grandit pas de manière linéaire, c'est-à-dire qu'au cours de sa croissance, vous avez des phases rapides ou lentes de croissance de la taille ici à gauche et du poids ici à droite. Et vous avez, notamment chez la fille, à 12 ans, vous avez un pic de croissance rapide, alors que celui du garçon est aux alentours de 14 ans. Donc, il y a un moment donné où l'enfant va grandir très vite, à 12 ans chez la fille et 14 ans chez le garçon. Donc, il y a une espèce de timing qui est spécifique au sexe et qui est forcément aussi spécifique à l'âge. Et au-delà de ça, vous avez une amplitude aussi où vous avez des enfants qui peuvent, en peu de temps finalement, prendre au moins 7 cm dans l'année, mais ce pic, en fait, il peut être beaucoup plus élevé, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui prennent 10, voire 12 cm, voire plus sur l'année. Donc, vous voyez que durant cette période de croissance rapide, en fait, l'enfant va grandir très très vite, et cette augmentation, cette croissance rapide va engendrer des problèmes que l'on va aborder par la suite pour bien comprendre en quoi la préparation physique est relativement importante durant cette phase de croissance. Et après, si on regarde le poids, la masse corporelle, vous voyez que chez la fille, on a un pic de croissance du poids en kilogrammes par an qui est aux alentours de 12 ans. Donc, ça veut dire que le pic de la taille correspond à celui du poids. Par contre, chez le garçon, vous avez un pic à 14 ans pour la taille et le pic du poids est aux alentours de 16 ans, c'est-à-dire 2 ans après. Donc, vous avez tous observé, je pense, des garçons, en fait, qui grandissent très, très vite en une période courte, mais qui vont plutôt prendre de la masse dans les 2 ans qui vont suivre leur pic de taille. Donc, on a affaire à des enfants qui sont grands, des garçons qui vont être grands, qui vont être très chétifs, très peu musclés, et il va falloir attendre les 2 ans qui suivent le pic de la taille pour qu'ils puissent se muscler et se renforcer musculairement. Donc, notamment chez le garçon, durant ces 2 années, entre 14 ans et 16 ans, c'est une période qui est assez sensible. Le garçon peut très vite se blesser parce que lorsque vous avez une colonne vertébrale qui s'allonge très rapidement, ça peut être source de problèmes de dos, de scoliose, de lordose, de kyphose. Et donc, il va falloir à ce moment-là adapter une préparation physique, à peut-être proposer du gainage vertical pour essayer de mieux maintenir la colonne vertébrale ou le rachis et essayer de protéger la moelle épinière. Et en plus de ça, vous avez autour de ces pics, en fait,
des proportions corporelles qui vont être complètement différentes. On a des repères spatio-temporels qui vont vraiment évoluer de manière significative. Et donc, l'enfant, il perd ses propres repères dans l'espace, dans le temps. Et donc, du coup, c'est une période plutôt de maladresse. Donc, tout le travail de coordination que vous aurez pu faire en amont en proposant une multitude d'activités sportives, tout le travail de coordination, donc des habiletés motrices, tout ce travail-là, en fait, il peut être réduit à néant à cause de ces changements corporels, notamment de des proportions corporelles autour de ce pic. Alors, l'idée ce soir, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas considérer uniquement l'âge chronologique, c'est-à-dire qui est basé sur la date de naissance. L'âge chronologique, maintenant, il faut savoir aussi le compléter avec, justement avec l'âge biologique, avec l'estimation de cette maturation somatique, notamment l'estimation de l'âge qui va correspondre au pic de croissance rapide, au PVC. Alors l'entraîneur ou le préparateur physique, en fait, il doit prendre en compte la maturation de l'enfant. Il doit essayer justement d'estimer cet âge au pic de croissance rapide de la fille et du garçon. Et on verra après qu'il y a des logiciels qui existent, des équations de prédiction qui permettent d'estimer l'âge auquel le PVC va apparaître. Ce sont des équations de prédiction qui sont spécifiques au sexe et à l'âge, qui nécessitent de mesurer la taille debout, la taille assise, le poids, vous voyez, 3 mesures. Alors, quand on va chez le médecin, on mesure la taille debout, on mesure le poids, mais on ne mesure jamais la taille assise. Et si on rajoute cette taille assise, en fait, on peut estimer, voyez, l'âge de ce PVC. Et ça, c'est important parce qu'au-delà de l'âge chronologique, on peut estimer le moment auquel l'enfant va prendre beaucoup de centimètres sur une période donnée. Alors, le PVC, en fait, il faut pouvoir en tenir compte. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, pour mieux considérer les gains rapides de performance, parce que ces gains rapides de performance, au moment de ce PVC, en fait, ils sont soit expliqués par la croissance naturelle, ou soit expliqués par l'entraînement. Donc, il faut essayer de différencier les choses et de discerner de ce qui relève de l'effet croissance et de ce qui relève de l'entraînement. Parce qu'il y a des moments où on croit que c'est notre entraînement qui est efficace, alors que l'enfant, naturellement, a pris beaucoup de centimètres, il s'est développé, et donc son niveau de performance a augmenté naturellement. Donc, attention, des fois, ça peut être une mauvaise surprise. Votre entraînement, il peut être inefficace, ou pas totalement efficace, ou autant que vous l'espériez. Ça peut être, les gains de performance peuvent être liés naturellement aux gains rapides de taille ou de masse, ou de poids. Ensuite, ce PVC, en fait, il vous permet d'analyser un petit peu plus justement les performances entre deux enfants qui ont le même âge chronologique. On peut avoir, par exemple, deux enfants qui sont nés le même jour, qui ont la même date de naissance, mais qui ont un pic de croissance rapide décalé dans le temps. On peut avoir un enfant, par exemple, qui a un PVC aux alentours, un garçon qui a un PVC aux alentours de 11 ans, par exemple, 11 ou 12 ans, alors qu'il devrait avoir un PVC autour de 14 ans. Et puis après, vous pouvez avoir des garçons qui ont un PVC non pas à 11 ou 12 ans, mais qui peuvent avoir un PVC aux alentours de 15 ou de 16 ans. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir des enfants qui grandissent rapidement à 14 ans, on peut avoir des enfants qui grandissent plus précocement, c'est-à-dire à l'âge de 11-12 ans, et d'autres qui peuvent avoir un PVC notamment à 15-16 ans, c'est-à-dire qui grandissent plus tardivement. Donc, vous voyez un petit peu la complexité. Lorsqu'on veut entraîner ou préparer physiquement un enfant, il faut absolument ne pas considérer uniquement l'âge chronologique, mais il faut essayer de repérer le moment où l'enfant va grandir très vite, où il va subir son PVC. Et donc, on peut avoir, pour des enfants qui ont le même âge chronologique, des PVC qui diffèrent de 4 à 5 ans. Donc, faire attention parce que ça provoque des biais. Si vous prenez ce cas-là, qui a un PVC, un garçon qui a un PVC à l'âge de 11-12 ans, vous voyez que ce garçon-là
va être physiquement plus costaud, va être cognitivement plus mature, et donc c'est un enfant qui normalement devrait performer beaucoup plus tôt que ceux qui ont un PVC à 14 ans ou qui apparaît plus tardivement. Donc attention, on a tendance dans les centres de formation ou dans les pôles France ou dans les pôles espoirs, par moment finalement, à ne recruter ou à ne s'intéresser qu'à des enfants qui maturent plus précocement que d'autres. Donc ça a des biais importants. Mais attention, ces jeunes-là, ils peuvent performer très tôt et ensuite s'écrouler parce qu'ils sont rattrapés par les autres plus tardivement. Donc attention à ne pas se focaliser voilà, principalement sur ces jeunes qui maturent plus précocement. Il faut faire attention aux biais que ça peut engendrer. Ce jeune-là, par exemple, s'il est plus grand plus tôt, il peut se retrouver à être pivot, s'il joue au basket, à être pivot et donc à ne faire que pivot en basket. Et donc à se spécialiser trop tôt sur une position bien particulière dans la discipline. Donc attention à la spécialisation précoce qui est liée aussi à cette maturité précoce. Donc attention, encore une fois, utilisez l'outil d'estimation de ce PVC. Si vous n'avez pas l'outil, si vous ne voulez pas utiliser l'outil de prédiction, vous pouvez naturellement mesurer la taille tous les 3 mois et constituer vous-même cette courbe de croissance rapide et notamment repérer ce PVC. Et ensuite, au-delà de cet âge biologique, cette maturation, vous avez aussi un âge relatif aussi, c'est-à-dire vous avez des jeunes qui sont nés plutôt en début d'année et des jeunes qui sont plutôt nés en fin d'année. Donc imaginez sur une catégorie d'âge, vous avez des jeunes qui sont forcément plus matures parce qu'ils sont nés en début d'année alors que d'autres sont plutôt nés en fin d'année. Attention aussi à l'âge relatif et à la date de naissance sur l'année. Donc, retenez qu'il y a 3 âges, l'âge chronologique, l'âge biologique et l'âge relatif. Ensuite, le PVC, en fait, il est important parce que ça vous permet aussi de mieux gérer la charge de travail, la charge d'entraînement. Je vous rappelle que la charge d'entraînement, elle est constituée par le volume d'entraînement, elle est constituée par l'intensité et aussi par la récupération. La récupération, on n'en parle pas suffisamment. La récupération aussi est un déterminant fort de la charge de travail. En fonction de la durée de récupération, entre les séances ou entre les séries ou des pauses entre les répétitions, vous voyez, cette récupération ou cette pause, elle va aussi conditionner la charge et donc le stress finalement physique ou physiologique que vous imposez à vos jeunes. Donc, cette charge d'entraînement, en fait, elle est primordiale, il faut bien la gérer et surtout la gérer en fonction justement de ce pic de croissance rapide. Alors, pourquoi? Parce que si on décompose un petit peu les choses, ici, vous avez le cas d'une fille, on retrouve le PVC, le pic de croissance rapide de la taille à 12 ans chez la fille, c'est ce qu'on a vu précédemment. Mais si on décompose un petit peu plus les choses, vous voyez que le pic de croissance rapide des membres inférieurs, on va dire des jambes, vous voyez, précède toujours celui de la taille. Donc, les jeunes, dans un premier temps, grandissent par les jambes, par les membres inférieurs. Et ensuite, une fois passé le pic de la taille, vous voyez qu'on a un pic du tronc, c'est-à-dire une vitesse de croissance rapide du tronc. Donc, passé la taille, vous voyez qu'on a un tronc qui va grandir plus vite. Donc, retenez que les enfants grandissent rapidement d'abord par les jambes et ensuite grandissent ensuite par le tronc. Donc, vous voyez qu'on a des proportions corporelles qui vont être modifiées et ces modifications ont un impact fort sur ces qualités motrices de coordination, d'adresse, d'agilité et même d'équilibre. Donc, tout le travail, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le travail de coordination que vous aurez pu faire en amont, il faut absolument l'entretenir au moment de ce PVC, autour de ce PVC, parce qu'on a des proportions corporelles qui sont totalement modifiées. Mais au-delà de ça, quand vous avez une croissance rapide des membres inférieurs, vous avez aussi un système musculo-tendineux qui va se mettre en tension. Imaginez un fémur qui s'allonge rapidement avec un tibia et un péroné qui s'allongent également rapidement. Vous avez, voyez, une longueur segmentaire qui va être beaucoup plus importante, mais le système musculo-tendineux va tout de suite se mettre en tension. C'est comme un arc. Un arc, si vous augmentez le manche, la corde, elle se tend. Et donc, cette corde, en fait, elle est représentée ici par le système musculo-tendineux. Et si vous avez une tension qui est trop importante, vous avez un tendon qui va tirer trop fortement au niveau de son point d'attache sur l'os. Et si vous prenez, vous voyez, le tendon rotulien ici qui vient s'insérer ici sur la tubérosité tibiale,
vous pouvez avoir des micro-fissures, même un arrachement qui va constituer une pathologie de croissance, ici qu'on appelle la maladie d'Osgood-Schlatter. Et donc là, je vous parle que de la croissance, une croissance rapide, sans surcharge de travail. Vous voyez que la croissance rapide peut avoir un impact aussi sur la survenue des maladies d'Osgood-Schlatter ou en tout cas des ostéochondroses. Et vous avez la même chose ici avec la pathologie de Sever, c'est-à-dire le tendon d'Achille vient s'insérer ici sur le calcanéum. Et si le tendon d'Achille tire de trop au niveau de son point d'attache sur l'os, vous pouvez avoir aussi une micro-fissure au niveau du calcanéum. Et donc là, vous avez une ostéochondrose, c'est-à-dire une maladie de Sever. Donc vous voyez qu'un enfant qui grandit vite, même sans s'entraîner, il peut être atteint d'ostéochondrose, d'Osgood-Schlatter ou de Sever. Et en plus, si vous venez surajouter une charge de travail trop conséquente, vous allez amplifier ces maladies-là. Et là, ça peut être au détriment de la santé du jeune parce que vous risquez d'amplifier ces arrachements osseux. Donc là, attention, il faut éviter ces trop fortes tensions. Il faut du coup essayer d'assouplir et de proposer un programme d'étirement, d'assouplissement de tout le système musculo-tendineux, que ce soit sur le plan antérieur que sur le plan postérieur. Et en plus, on s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes ne s'étirent pas suffisamment, c'est-à-dire que leur mollet, par exemple, les muscles du mollet sont trop courts, ce qui fait que les jeunes ont moins de 10% de flexion dorsale du pied, c'est-à-dire lorsqu'on leur demande de ramener la pointe du pied sur la jambe, il y a moins de 10 degrés de flexion dorsale parce que la raideur au niveau des mollets est beaucoup trop importante. Et donc, par compensation, lorsque les jeunes sont amenés à courir, par compensation, il y a une flexion du genou qui est beaucoup plus importante et donc le tendon vient tirer encore plus au niveau de son point d'attache, c'est-à-dire au niveau de la tubérosité tibiale. Donc attention à l'importance des étirements, il faut en faire avant la puberté, certes, alors c'est important sur le plan éducatif, avant la puberté, mais ce qui est vraiment important, c'est au moment de la puberté où le système, vous voyez, musculo-tendineux se met en tension. Donc les assouplissements, c'est quelque chose de très important dans la préparation physique d'un jeune. Et bien sûr, sans vous parler de tout l'équipement, hein. Si vous avez des mauvaises chaussures et que le calcanéum subit des impacts mécaniques trop conséquents, vous amplifiez aussi la maladie de Sever et donc les microfissures au niveau du calcanéum. Donc attention aussi au matériel que vous donnez à vos jeunes. Alors là, ici, voilà, on a une belle fracture au niveau de la tubérosité tibiale, donc une belle maladie d'Osgood. Et là, ici, au niveau du calcanéum, pareil, vous avez une belle fracture, donc une belle maladie de Sever. Donc là, pour schématiser un petit peu les choses, vous voyez que les problèmes que l'on rencontre le plus fréquemment chez les enfants, c'est plutôt un arrachement osseux. C'est du cartilage, hein, c'est comme du plâtre. Hein, c'est du plâtre. Le plâtre, c'est friable. Hein, si vous tirez trop dessus, hop, arrachement. Le tendon, c'est moins problématique chez l'enfant parce que le tendon est assez compliant chez les jeunes. La compliance d'un tendon, c'est sa capacité de distension et d'étirement. Et donc, le tendon, naturellement, il est assez compliant chez l'enfant. Donc, il y a très, très peu, finalement, de tendinite ou de problèmes tendineux chez les jeunes prépubères. Et là, l'avantage d'avoir un tendon assez compliant, assez souple, c'est que le tendon agit comme un cylinder block moteur. C'est comme dans une voiture, hein, pour amortir les vibrations, en fait. Heureusement que dans une voiture, vous avez un cylinder block pour atténuer les vibrations qui sont engendrées par la motorisation. Et bien, le tendon, ici, c'est la même chose. Le tendon étant compliant chez l'enfant, il agit comme un amortisseur, comme un tampon mécanique au niveau pour le muscle. C'est-à-dire que le muscle est mieux préservé chez l'enfant grâce aux capacités d'absorption des vibrations par le tendon chez les jeunes. Donc, très peu de courbatures musculaires avant la puberté chez les jeunes. Alors, vous voyez que le plus problématique, c'est lorsqu'on se retrouve autour du pic de croissance rapide. On a un nombre de jours manqués à l'entraînement qui est beaucoup plus conséquent par rapport à avant le PVC et après le PVC. Ça, c'est une étude qui avait été faite chez des jeunes footballeurs de 12 ans où on s'aperçoit que l'absentéisme, en tout cas, est le plus important autour de ce PVC. Donc, le réflexe, c'est plutôt de réduire l'intensité de l'entraînement, d'orienter plutôt le travail sur du qualitatif et non pas sur du quantitatif.
Maintenant, au niveau de l'organisation du contenu d'entraînement, alors, il faut savoir utiliser le PVC justement pour mieux organiser le développement des qualités physiques avant, pendant et après. Alors, je ne vais pas toutes les aborder parce que c'est vrai qu'en 3/4 d'heure, 1 heure, c'est assez court, mais je vais vous parler un petit peu de la souplesse, de l'endurance et de la force. Alors, si on regarde la souplesse, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, cette souplesse, elle est importante si vous voulez vraiment éviter la survenue des ostéochondroses et des maladies de croissance, des pathologies de croissance. Mais cette souplesse, elle est aussi importante, notamment sur la posture du bassin et sur les courbures de la colonne vertébrale. Parce que lorsqu'on se retrouve en position debout, par exemple, lorsqu'un jeune est amené à frapper dans une balle assez régulièrement, hein, on prend les jeunes footballeurs qui s'entraînent par moment de façon quotidienne, ou dans d'autres activités, hein, le fait de faire des extensions de jambes sur la cuisse de manière régulière, ben, vous renforcez les quadriceps. Et quand vous renforcez les quadriceps, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'élargissent et ils se raccourcissent. Et dans les quadriceps, vous avez 4 chefs, hein, vous avez 3 vastes qui sont monoarticulaires et qui ne croisent que le genou. Mais vous avez un muscle qui est biarticulaire qu'on appelle le droit fémoral ou le droit antérieur dans ces nomenclatures. Et ce droit fémoral, il part de l'épine iliaque antéro-supérieure, c'est-à-dire de l'os iliaque, et il vient se fixer au niveau de la tubérosité tibiale grâce au tendon rotulien. Et donc, le problème de ce droit fémoral ou de ce droit antérieur, c'est qu'il est biarticulaire. Il croise à la fois la hanche et il croise le genou. Et lorsque vous avez un raccourcissement du droit fémoral, eh bien, que fait le bassin? Le bassin tourne, bascule vers l'avant. Donc, le droit fémoral tire dessus sur l'épine iliaque antéro-supérieure. Le bassin bascule vers le bas et vers l'avant. Et du coup, vous avez une hyperlordose lombaire qui va se former. Donc, le bassin va se situer, va se retrouver en antéversion, basculer vers l'avant. Et donc, vous avez un creux dans le dos qui va se former. Donc, on a une hyperlordose lombaire. Et lorsqu'on a une hyperlordose lombaire, vous avez les disques intervertébraux qui sont compressés, qui sont comprimés. Et donc, ça peut être source de lombalgie chronique. Alors, chez les jeunes, ça reste asymptomatique dans un premier temps parce que la colonne vertébrale est encore neuve chez les jeunes, mais à force de se retrouver en hyperlordose lombaire et d'avoir ce bassin en antéversion, on peut avoir des lombalgies voilà, qui surviennent et qui sont complètement douloureuses par la suite, d'autant plus si l'adolescent et l'adulte, le jeune adulte, se déconditionnent. Donc, et au-delà de ça, lorsque vous avez un raccourcissement des quadriceps, vous avez des antagonistes, les ischio-jambiers, qui se mettent en tension ici. Et donc, il suffit de faire un mauvais mouvement pour que les ischio-jambiers, en fait, finalement, subissent des dommages ou finalement se blessent, hein, se déchirent. Donc, attention à garder une certaine souplesse au niveau des quadriceps et puis au niveau des ischio-jambiers. Et ça passe par un travail d'assouplissement de manière à ce que le bassin soit correctement placé en rétroversion et donc garantir une certaine bonne position finalement de la colonne vertébrale, des bonnes courbures de la colonne vertébrale. Alors maintenant, au niveau de l'endurance, l'endurance musculaire, elle est importante. Hein. Alors, parce qu'un muscle, lorsqu'il est très oxydatif, lorsque un muscle a un potentiel oxydatif qui est relativement important, c'est un muscle qui va bien récupérer et qui va vraiment retarder, qui va se fatiguer beaucoup plus tardivement. Donc, cette capacité oxydative du muscle, elle est très très importante pour que vous puissiez, en tout cas, que les muscles des enfants, en tout cas, puissent en quelque sorte bien récupérer de tous efforts intensifs et retarder le développement de la fatigue. Alors là, l'endurance, moi je ne veux pas vous parler ce soir de l'endurance générale cardio-respiratoire, je ne vais pas vous parler de VO2 max, mais je vais vous parler essentiellement du pouvoir ou de la capacité oxydative du muscle. Et cette capacité oxydative du muscle, on l'appelle Vmax. Et cette Vmax, si on veut regarder comment elle évolue, comment évolue cette capacité oxydative, vous voyez qu'entre l'âge de 6 ans et l'âge de 83 ans, vous avez une baisse qui est systématique. Et cette baisse, en fait, de cette capacité oxydative du muscle, elle est importante, très importante au moment de la puberté. Et ce qui caractérise finalement des enfants prépubères, donc avant 12 ans chez la fille et 14 ans chez le garçon, c'est que les enfants prépubères ont une capacité oxydative musculaire qui est très, 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 très élevée, très, très importante.
Donc, les enfants prépubères, leur avantage, c'est qu'ils ont une très, très forte capacité de récupération et ils se fatiguent très, très peu lorsqu'on leur propose plutôt des efforts intensifs répétés, notamment des sprints courts répétés avec de courtes pauses de récupération ou de l'intervalle training, par exemple. Les enfants s'adaptent très facilement à l'intermittent parce qu'ils ont cette capacité à bien récupérer grâce à leur fort pouvoir oxydatif au niveau musculaire. Et donc, maintenant, vous voyez que cette baisse, elle est très importante du stade prépubère jusqu'au stade de jeune adulte. Et donc, c'est la puberté, en fait, qui crée cette baisse de cette capacité oxydative musculaire. Et donc, vous, en tant que préparateur physique, vous avez tout intérêt à développer ou à maintenir ce pouvoir oxydatif au moment de la puberté, notamment chez les adolescents, en proposant un travail plutôt continu, intensité modérée. Donc ça, c'est pour essayer vraiment de développer un petit peu la capacité de la filière aérobie, en tout cas le réservoir de la filière aérobie, la capacité de la filière à fournir l'énergie. Mais il faut aussi par moment proposer l'intermittent, aller sur des zones de travail un petit peu plus intensives. Donc il faut passer par l'intervalle training, alors du 30-30 ou même on peut faire du court-court, on peut faire du 10-10 ou du 15-15 ou du 20-20. Mais en tout cas, lorsque vous faites du court-court, il ne faut pas hésiter à aller sur des vitesses beaucoup plus importantes qui vont être jusqu'à 130% de la VMA. Donc pourquoi l'intermittent? Pour aussi développer la puissance de la filière aérobie, c'est-à-dire développer VO2 max et puis la PMA. Mais en tout cas, cette phase pubertaire, elle est critique et il va falloir maintenir ce pouvoir oxydatif si vous voulez que vos jeunes adolescents, en tout cas dans les catégories, on va dire, fin minime, début cadet, puissent être en mesure de résister à la fatigue et de pouvoir enchaîner des compétitions ou des séries d'entraînement avec un petit peu plus de facilité. Et après, vous voyez qu'avec le vieillissement, on a une baisse qui est plus lente, mais elle perdure. Et quand on est senior, imaginez, on est à un tiers de ce que peut avoir un jeune prépubère. Donc là, attention à toutes les comorbidités existantes avec le développement du diabète, l'insulinorésistance, etc. Donc, vous voyez, pendant cette période de Covid, où là, il suffit d'attraper le virus. Si on est atteint de comorbidité, d'obésité et de diabète, etc., là, c'est vraiment une phase très, très critique en termes de santé et de survie. Alors, vous voyez, un autre argument pour vous montrer que les enfants prépubères sont très oxydatifs, c'est lorsqu'on mesure l'activité, notamment de la succinate déshydrogénase, alors qu'on appelle SDH, c'est une activité oxydative que l'on retrouve, une enzyme oxydative que l'on retrouve au niveau du cycle de Krebs dans la cellule musculaire. Et bien, cette enzyme oxydative, en fait, elle est très active chez les jeunes prépubères. Vous voyez ici, on a une activité qui est relativement importante chez les enfants prépubères. Par contre, si on compare cette activité à des adultes non entraînés, vous voyez qu'on a une baisse, encore une fois, qui est liée à la puberté. Par contre, si vous comparez des enfants prépubères à des adultes qui sont bien entraînés en endurance, vous voyez que l'activité oxydative de la SDH, elle est relativement comparable. Et même on peut, avant la puberté, durant la période prépubertaire, on peut, en l'espace de 6 semaines, 2 à 3 séances par semaine, en proposant un intervalle training, vous voyez qu'on peut même augmenter l'activité oxydative du muscle, notamment l'enzyme oxydative de la SDH. Vous voyez, on passe de ce niveau-là à ce niveau-là, en l'espace de 6 semaines avec de l'intervalle training. Donc, certes, chez les enfants prépubères, on a une forte capacité oxydative, mais on peut toujours aussi l'augmenter, vous voyez, en très très peu de temps. En 6 semaines, on peut vraiment l'augmenter et cette activité, elle peut être même supérieure à des adultes entraînés en endurance. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire qu'avant la puberté, la priorité, c'est le développement des qualités motrices. Ce n'est pas forcément le développement des qualités énergétiques, parce qu'un enfant, il est déjà fortement oxydatif. Il récupère très bien. Et ça, vous voyez que lorsqu'on regarde le demi-temps de resynthèse de la phosphocréatine, la phosphocréatine, je vous rappelle, c'est un substrat énergétique qui se trouve directement dans le muscle, directement utilisable par le muscle pour reformer de l'ATP et de l'énergie. Alors, lorsqu'on répète des efforts intensifs, il faut absolument régénérer rapidement la phosphocréatine pour reproduire de l'ATP et de l'énergie. Et donc, nous, ce que l'on mesure, c'est le demi-temps de resynthèse de la phosphocréatine, c'est-à-dire le temps nécessaire pour régénérer la moitié des réserves. Et vous voyez qu'un enfant prépubère,
en l'espace d'une douzaine de secondes, il est capable de régénérer la moitié de ses stocks. Alors qu'un adulte non entraîné, il lui faut plus de 25 secondes, c'est-à-dire 2 fois plus de temps. Et après, un senior, il lui faut plus de 30 secondes. Donc, vous voyez qu'avec le temps, et notamment au moment de la puberté, l'adolescent et l'adulte non entraîné récupèrent beaucoup moins bien que l'enfant prépubère. Alors que si on compare encore une fois l'enfant prépubère à des adultes entraînés en endurance, vous voyez qu'on a un demi-temps de resynthèse de la phosphocréatine qui est comparable. C'est-à-dire qu'un enfant prépubère, il est métaboliquement comparable à un adulte qui est entraîné en endurance. Donc c'est vraiment un enfant prépubère. En quelque sorte, il n'y a pas mieux que lui pour récupérer ses réserves énergétiques ou éliminer finalement tous les déchets métaboliques qu'il a engendrés au cours de l'effort et qui sont néfastes à la contraction musculaire et qui engendrent de la fatigue. Donc, il faut absolument, chez l'adolescent et l'adulte, il faut essayer de préserver ce potentiel oxydatif de manière à pouvoir faciliter la resynthèse de la phosphocréatine, substrat essentiel dans la reconstitution de la puissance. Et vous voyez que lorsqu'on propose des sprints répétés à des enfants, on ne serait-ce que 10 sprints de 10 secondes avec 30 secondes de pause entre les sprints, qui est une série relativement difficile, hein, ça fait une centaine de secondes à bloc. Si on mesure la puissance maximale au cours de chaque sprint, vous voyez que chez les enfants prépubères, vous voyez, c'est le calme plat, on a une puissance maximale qui est constante du premier sprint jusqu'au dernier sprint. Alors que chez les adolescents de 14-15 ans, vous voyez, on a une baisse de 20%, et chez les adultes de 20-25 ans, on a une baisse de 29%. Donc plus on est jeune, plus on est costaud sur des efforts intensifs et répétés. Donc, quelque part, l'intermittence, c'est une forme de travail qui est très intéressante chez le jeune prépubère parce que l'enfant prépubère adhère bien à ce mode d'activité et ça constitue, ça rejoint son activité spontanée naturelle. Donc, n'hésitez pas à faire l'intermittent avant la puberté et puis pendant la puberté. Et au niveau cardiaque, ce qui est formidable, c'est que, alors ça, c'est des résultats qui sont récents et qu'on n'a pas encore publiés, mais sachez que la récupération de la fréquence cardiaque après une épreuve maximale d'effort, là, vous avez ici en gris clair la récupération de la fréquence cardiaque chez des enfants prépubères. Là, sur du gris modéré, on est chez des adultes qui sont très, très entraînés en endurance. Et là, ici, vous avez des adultes qui ne sont pas entraînés ou moins bien entraînés. Et vous voyez que la récupération cardiaque, après une épreuve maximale d'effort, la récupération cardiaque est la même chez les enfants prépubères et des adultes entraînés en endurance. L'adulte endurant et l'enfant prépubère ont la même capacité de récupération de la fréquence cardiaque. Tout est plus rapide par rapport aux non entraînés. Et on a fait de la variabilité cardiaque. On a cet indice-là qu'on appelle le RMSSD, qui est une variable qui reflète l'activité parasympathique, l'activité autonome, notamment du système nerveux parasympathique, celui qui ralentit la fréquence cardiaque. Et vous voyez que sur la récupération, durant la phase de récupération, l'enfant en fait et l'athlète en fait réactivent tout de suite le parasympathique pour ralentir la fréquence cardiaque. C'est-à-dire, en gros, les athlètes endurants, adultes et les enfants, en fait, ils tirent sur le frein à main, ils ralentissent tout de suite la fréquence cardiaque parce qu'ils ont une réactivation parasympathique qui est beaucoup plus efficace que des adultes non entraînés. Donc, c'est à la fois vrai au niveau cardiaque, mais c'est aussi à la fois vrai au niveau musculaire. Donc, il n'y a pas mieux qu'un enfant prépubère pour récupérer, que ce soit au niveau musculaire ou au niveau cardiaque. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'entraînement, notamment sur de l'intermittent, vous voyez que, alors ça, c'est les travaux de collègues lillois. Vous voyez que là, si vous proposez, par exemple, à 10 ans, 5 séries de 10 courses de 10 secondes, vous y mettez 10 secondes de pause entre les courses et vous mettez 3 minutes de récupération entre les séries. La première série, vous la réalisez à 100% de la VMA. La deuxième à 110%, la troisième à 110%, la quatrième à 120% et la cinquième à 130%. Donc, on est vraiment sur des intensités ou des vitesses de course importantes, entre 100 et 130% de la VMA. On peut être sur ces vitesses-là parce qu'on est sur du court-court. On peut faire ça aussi sur du 15-15 ou du 20-20. On peut être sur ces plages d'intensité. Bien sûr, si vous faites du 30-30, vous serez plus sur du 100%. Mais regardez comment évolue la VO2, c'est la consommation d'oxygène. Vous voyez, déjà, dans un premier temps, elle est relativement importante et elle s'approche de VO2 max. Maintenant, avec la succession des séries, vous
voyez, quand on se retrouve à 130% de la VMA, ben à la fin, vous voyez, on est à VO2 max. Donc, ça prouve bien que même en faisant du court, du 10-10, et lorsqu'on est sur des vitesses élevées, on est à VO2 max à la fin. Et donc, si vous êtes à VO2 max, vous pouvez travailler la puissance de la filière aérobie. Donc, vous voyez que chez les enfants, ce n'est pas forcément nécessaire de faire du 30-30. On peut passer sur du 10-10 ou du 15-15 ou du 20-20. Voilà. Je ne dis pas qu'il faille faire que de l'intermittent. Il faut aussi aujourd'hui que les jeunes puissent être capables de faire aussi du continu à intensité modérée. C'est important que des jeunes puissent aussi maintenir des footings de 15-20 minutes. C'est essentiel quand même. Hein. Mais voilà, je pense que l'intermittent, c'est un modèle qui, quand tout à l'heure je parlais de plaisir, eh bien, l'intermittent, c'est une façon aussi d'engager plus facilement l'enfant dans une séance d'activité et de promouvoir le plaisir à travers l'entraînement. C'est important. Et après, vous pouvez faire un système de jeu. Le jeu, c'est aussi fondamental. Alors, pour terminer sur la force, je vais essayer de ne pas être trop long. Sur la force, ce qui se passe, alors je vous l'ai dit, hein, vous avez un décalage, notamment chez le garçon, entre le PVC de la taille, ici en bleu, et le PVC du poids. Donc, durant ces 2 années, entre 14 ans et 16 ans chez le garçon, attention, c'est une phase très délicate parce que la colonne vertébrale n'est pas suffisamment renforcée. En tout cas, la colonne, elle est longiligne, elle est longue, mais elle n'est pas tenue. Donc, attention, lorsque vous avez une colonne vertébrale qui n'est pas maintenue, ben, c'est source de déséquilibre et ça peut être source de blessure aussi. Donc, il va falloir à ce moment-là proposer un travail de renforcement musculaire. Je ne parle pas de musculation. Hein. Vous voyez, je n'ai jamais utilisé le terme musculation. La musculation, pour moi, ça n'existe pas chez les jeunes. Je parle de renforcement musculaire ou de préparation physique ou de préparation athlétique, mais pas de musculation. La musculation, la musculation, c'est un terme, bien sûr, qui comprend différentes méthodes de renforcement. Mais je n'utilise pas musculation parce que ça a plutôt une connotation négative lorsqu'on utilise ce terme chez les jeunes. Donc attention, renforcer la colonne, faire du gainage vertical, horizontal en fonction de la discipline pratiquée. Mais en tout cas, le renforcement musculaire, c'est plus dans un intérêt de prévention, de protection ou de rééquilibrage musculaire. On n'est pas là, en tout cas, lorsqu'on propose de la force à des jeunes, on n'est pas là pour développer la force maximale ou la puissance maximale, ça n'a aucun intérêt. Le renforcement musculaire est là pour recompenser certaines décompensations musculaires qui sont liées à la croissance ou qui sont liées à la charge de travail. Et regardez ici, par exemple, si on s'intéresse au rapport de force entre les quadriceps et les ischio-jambiers, alors on a ici en bleu des garçons, alors ici prépubères et post-pubères. Vous voyez que le ratio quadriceps ischio, il est aux alentours de 1,5. Alors là, on est sur un ratio relativement bien équilibré qui n'a pas évolué avec la maturation. Par contre, chez les filles prépubères, alors ça c'est chez les footballeuses, vous voyez que les filles prépubères ici ont un ratio aussi qui est relativement correct, mais qui, a augmenté à plus de 2 au moment de la période post-pubertaire. Et lorsqu'on a une force musculaire des quadriceps qui est 2 fois plus élevée que les ischio-jambiers, eh bien, ça crée de l'instabilité articulaire, ça crée de l'instabilité au niveau du genou. Et ça peut être source de blessure, c'est-à-dire que le genou étant moins stabilisé, ça peut être source de blessures ligamentaires ou de ruptures ligamentaires, à savoir des ligaments collatéraux, internes ou externes, ou bien ça peut être une rupture du ligament croisé antérieur. Donc attention à ce que les quadriceps ne soient pas trop puissants par rapport aux ischio-jambiers. Ensuite, si vous êtes sur des activités plutôt qui nécessitent des sauts, des réceptions, des impulsions ou des changements rapides de direction, attention aussi au positionnement des genoux. On s'aperçoit qu'il y a des enfants qui ont naturellement un valgus dynamique du genou, c'est-à-dire que les genoux rentrent l'un sur l'autre et à la réception, les pieds ne sont pas bien à plat sur le sol. La plante des pieds est orientée plus sur l'extérieur. Donc, attention, ça peut être lié, encore une fois,
à des quadriceps qui sont plus puissants par rapport aux ischio-jambiers, mais c'est surtout lié à une adduction de la hanche, c'est-à-dire à une faiblesse trop importante des abducteurs par rapport aux adducteurs. On peut avoir des enfants qui ont des adducteurs trop forts par rapport à leurs abducteurs. Et donc, si on a une faiblesse au niveau des abducteurs, alors les abducteurs, c'est petits et moyens fessiers, ben vous avez vous voyez, des genoux naturellement qui vont rentrer parce qu'il y a une adduction de la hanche. Donc, la préparation physique, elle est fondamentale ici pour renforcer les abducteurs et essayer d'éviter d'avoir ce valgus dynamique. Donc attention voilà, au positionnement des genoux et sur des réceptions, il faut essayer d'avoir une colonne vertébrale assez à plat avec une charnière thoracolombaire qui soit suffisamment bien gainée. Et puis sur des réceptions, il faut une bonne coordination entre les bras et les jambes. Hein. Donc ça, toujours, on revient sur ces qualités de coordination. Et bien sûr, un équilibre ici du tronc qui est fondamental pour éviter voilà, des mauvaises aussi réceptions au sol. Donc ça aussi, ça concerne sur des changements rapides de direction. Vous avez des genoux qui peuvent tout de suite partir sur le côté. Donc attention aussi à des ruptures, à des blessures du ligament croisé antérieur ou des ligaments collatéraux latéral et puis médial. Donc très attentif à ça. D'autant plus que si on analyse un petit peu la croissance au niveau du genou, sachez que les 2/3 de croissance au niveau du membre inférieur se passent au niveau du genou. Vous avez 40% de la croissance qui a lieu en bas du fémur et 27% qui a lieu sur le haut du fémur. Donc, vous avez les 2/3 de croissance qui se trouvent au niveau du genou. Donc, ici, vous avez, vous voyez, au niveau des épiphyses, vous avez les cartilages de croissance, ici et là, au niveau donc, des épiphyses. Et donc, si malheureusement, vous avez des cartilages qui s'ossifient trop rapidement, mais vous avez un blocage de la croissance et donc de l'allongement de l'os au niveau de sa diaphyse. Donc attention aussi sur des enfants qui s'entraînent beaucoup ou dont la charge n'est pas suffisamment bien contrôlée ou sur des blessures spontanées ou par choc ou par contact, etc. Attention aux fameux cartilages de croissance. Attention à ça. Donc après, tout le travail de proprioception, d'équilibre, de stabilité articulaire, ça doit passer par du travail statique sur des blocs de mousse avec des densités de mousse qui sont plus ou moins importantes, donc de façon statique avec yeux ouverts, yeux fermés, jambe droite, jambe gauche, ou soit vous pouvez faire ça de façon dynamique avec des changements d'appui, avec yeux ouverts, yeux fermés. Alors ça, c'est important, la proprioception. Et ça l'est notamment sur des phases d'échauffement. On est toujours à l'échauffement sur des objectifs de sollicitation cardiaque. Il faut élever la fréquence cardiaque, il faut augmenter la température du corps, etc. Il n'y a pas que ça, en fait. Hein. Il faut aussi avoir une approche par le développement des sensations et notamment par la proprioception. Échauffement orienté sur la motricité, ça c'est important dans la performance du jeune et dans sa prévention aux blessures. Le gainage, bon, je vais vite passer, mais le gainage, c'est primordial. Le gainage pour l'équilibre du corps, notamment sur les vitesses de déplacement, sur les changements de direction, les accélérations, les décélérations, tout ce qui est réactivité, tout ce qui est rééquilibrage face à un déséquilibre. On est toujours dans de l'équilibration, pardon, je n'y arriverai pas, équilibration. Donc, je reprends, hein, on est sur une phase toujours de rééquilibrage face à un déséquilibre. Et donc, le gainage, en quelque sorte, il est primordial pour réagir face à un déséquilibre. Et puis, c'est fondamental sur les situations de frappe, de lancer, de réception, sur la transmission des forces aussi, du sol vers le haut. Si on a affaire à des tennisman, par exemple, tout le transfert, en fait, passe par la ceinture abdominale. Donc, en fait, il faut absolument que le jeune soit bien gainé pour optimiser son niveau de performance, mais aussi pour protéger cette fameuse colonne vertébrale qui peut grandir très, très rapidement. Alors, ça passe, vous voyez, par du jeu. Je reprends le jeu, le plaisir. Vous pouvez faire du binôme avec du Swiss ball. Vous avez un jeune qui peut créer un déséquilibre, l'autre doit compenser. Donc, il y a un jeu sur le regard. Voilà, ça peut être une proposition. On peut faire aussi le jeu de la brouette, ça vous connaissez, mais attention à
à ne pas trop en faire, ou en tout cas à bien observer l'alignement de la colonne. Attention à ne pas avoir trop de creux au niveau des lombaires. Attention aussi aux contraintes mécaniques au niveau des poignets. Vous pouvez aussi faire ce jeu-là, le jeu du tunnel. Enfin bon, il y en a une grande panoplie. Vous pouvez aussi faire des montées sur bloc avec des sauts en contre-haut. Si vous voulez éviter les impacts mécaniques trop conséquents, ben, évitez le saut en contrebas. Faites des sauts en contre-haut ou des montées sur bloc. Mais ça veut dire que là, il faut bien contrôler les genoux, qu'il n'y ait pas trop d'oscillation latérale du genou ou même des épaules. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nécessite du contrôle moteur. Vous pouvez, sur les phases de montée, travailler en concentrique au niveau des quadriceps. Et puis après, sur les phases de descente, travailler en excentrique, c'est-à-dire que les quadriceps se contractent par étirement. Donc là, quand je vous parlais de variété finalement des disciplines dès le plus jeune âge, il faut aussi passer par une variété au niveau des contractions musculaires, que ce soit de l'excentrique, du concentrique, de l'isométrique. Il faut essayer de respecter aussi un équilibre entre la jambe latérale et la jambe contralatérale, ou même chose au niveau des membres supérieurs. Donc, éviter voilà, qu'il y ait trop d'asymétrie finalement entre la jambe dominante et la jambe moins dominante. Donc tout ça, c'est de l'équilibrage, hein, agoniste-antagoniste, segment droit, segment gauche, la partie supérieure avec la partie inférieure. Mais en tout cas, ça nécessite du contrôle, du mouvement et de la coordination. Donc quand on parle de l'excentrique, c'est aussi une façon aussi de travailler dès le plus jeune âge. Et pourtant, l'excentrique, on y a tiré dessus en disant ben, c'est à déconseiller chez les jeunes parce que c'est néfaste pour leur croissance. Mais de l'excentrique ou du concentrique ou de l'isométrie avec le propre poids du corps d'un jeune, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez faire de la préparation physique sans aller en salle de musculation avec du matériel tels que des haltères, tels que les medicine balls, des Swiss balls, des élastiques. On peut faire des pompes, des tractions. En tout cas, on peut tout imaginer et faire une bonne préparation physique chez les jeunes sans pour autant utiliser des machines à poids. Et puis avant la puberté, vous voyez que c'est essentiellement des adaptations nerveuses, comme je vous disais. Il est difficile d'hypertrophier un muscle avant la puberté parce que l'enfant prépubère n'a pas le matériel hormonal pour hypertrophier le muscle. Donc c'est essentiellement des adaptations nerveuses avant la puberté. Et puis après la puberté, on est plus sur du nerveux et du musculaire parce que à la puberté, vous avez vu avec les courbes de Scamone, vous avez vraiment une augmentation de la testostérone, des hormones androgènes. Donc on peut hypertrophier le muscle et augmenter la masse musculaire après le PVC. Alors, je vous laisse faire un petit bilan rapide, hein. Vous voyez que contrairement à ce qu'on pouvait dire sur l'entraînement de la force ou le renforcement musculaire, ben, l'entraînement de la force a plutôt des bénéfices chez les jeunes, mais à condition que les règles d'usage et de sécurité soient respectées. Il faut absolument que les recommandations soient bien respectées, que les séances soient bien encadrées par des professionnels, qu'on respecte le principe de progressivité dans la charge de travail, que les postures soient aussi bien réalisées. Mais en tout cas, si tout ça c'est bien effectué, vous voyez qu'au niveau mental, c'est plutôt positif. Au niveau osseux également, on peut augmenter la densité minérale osseuse, son contenu minéral osseux aussi, donc ça veut dire qu'on peut baisser le risque de fracture. Bien sûr, la force et l'endurance s'en trouvent améliorées. On peut baisser le taux de masse grasse dans le corps, et ça c'est important si vous voulez augmenter la sensibilité à l'insuline et éviter forcément le développement du diabète de type 1 qui arrive de plus en plus, notamment chez les jeunes. Vous voyez, en augmentant la capacité oxydative aérobie, on diminue le risque cardiovasculaire. Donc, en fait, on peut, à travers le renforcement musculaire, en plus de la discipline, optimiser la santé et le bien-être physique et mental du jeune. Et ça, c'est d'autant plus important aujourd'hui que le jeune, voilà, avec la crise sanitaire et les périodes de confinement auxquelles on est tous confrontés, il faut absolument inciter les jeunes à pratiquer, à faire du renforcement pour sa santé physique et mentale. Et le problème qu'on a en France, c'est que on n'a pas vraiment d'écrit, c'est-à-dire qu'on a une société française de médecine du sport, qui est la SFMS, et qui finalement ne se prononce pas beaucoup là-dessus, sur la place que peut avoir la préparation physique ou la préparation athlétique chez les jeunes en croissance. Et c'est dommage parce qu'à l'étranger, ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous regardez un petit peu la littérature et ce que pensent les sociétés savantes de médecine du sport ou de physiologie de l'exercice,
Vous voyez ici, vous avez la société canadienne, des sociétés anglaises, américaines, mais c'est la même chose en Allemagne, en Australie. Ces sociétés-là, en fait, prônent le renforcement musculaire. Donc, nous, on a vraiment un travail de communication à faire sur la place et les bienfaits que peuvent procurer le renforcement musculaire chez les jeunes. Et ici, vous avez un modèle, un modèle américain qui date de 2013 et qui vous montre clairement que lorsque vous proposez du renforcement musculaire en plus de la discipline sportive et que vous le faites très tôt et que vous le faites de manière régulière au cours de la croissance, vous voyez la courbe bleue, eh bien, une fois que l'enfant devient adulte, il a son niveau de performance qui est au top. Vous voyez, ici, il n'y a pas mieux. Par contre, si vous proposez du renforcement musculaire un petit peu plus tardivement, en plus de la séance, en tout cas du sport pratiqué, voilà, vous introduisez la préparation physique au moment de l'adolescence ou au moment du PVC, vous voyez que les bénéfices futurs sont beaucoup plus faibles. Maintenant, ici en vert, vous avez un jeune qui pratique uniquement son sport, qui se développe naturellement, normalement. Et là, ici, vous avez un jeune en pointillé qui ne fait ni sport, ni renforcement musculaire, en tout cas, pas d'entraînement des qualités neuromusculaires. Et là, on est vraiment en dessous de la normalité. Donc, vous voyez un petit peu les écarts qu'on peut avoir, in fine, une fois adulte. Il faut absolument s'entraîner tôt et compléter le sport par du renforcement à titre préventif et à titre d'optimisation de la performance. Le lactique, je vais passer rapidement, mais sachez que le lactique, pendant des années, on a interdit le lactique chez les jeunes. On a interdit le lactique chez les jeunes. Alors, le lactique, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ce sont des efforts qui sont assez intensifs, prolongés, qui vont mobiliser notamment la filière anaérobie lactique, qui va induire du lactate et qui va induire notamment des protons, des ions H+, qui créent de l'acidité et qui, en quelque sorte, altèrent les propriétés contractiles du muscle et qui créent de la fatigue. Et le lactique, en fait, on l'a souvent interdit auprès des jeunes, prépubères notamment, parce qu'on a toujours considéré que la filière était immature avant la puberté. Et puis, on a souvent considéré que cette filière-là n'était pas entraînable chez les jeunes prépubères. Alors, cette immaturité de la filière lactique, elle est complètement remise en cause aujourd'hui, parce que il faut savoir que les enfants, quand ils fonctionnent, donc les enfants prépubères, quand ils fonctionnent à l'exercice, ils mobilisent essentiellement la filière aérobie au détriment de leur filière anaérobie. Mais ça ne veut pas dire que leur filière anaérobie, elles sont immatures. Elles sont présentes, elles fonctionnent. Tout métabolisme est mature. Sauf que l'enfant prépubère, lui, il va privilégier sa filière aérobie et beaucoup moins privilégier ses filières anaérobies, notamment la filière lactique. Donc l'enfant, lui, il fonctionne plus en aérobie, mais moins en anaérobie. Et après, comme vous l'aurez compris, au moment de la puberté, tout s'inverse, c'est-à-dire que métaboliquement, l'adolescent, il va progressivement devenir anaérobie et moins aérobie. Voilà. Donc en fait, on a un profil métabolique finalement qui s'inverse avec la puberté. Et nous, en tant qu'adultes, on a une physiologie qui est contraire à celle de l'enfant prépubère. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant prépubère nous demande de faire l'intermittent, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, en tant qu'adultes, on ne peut pas les suivre parce qu'on ne récupère pas aussi vite. Donc, en fait, inutile de rivaliser face à des enfants prépubères sur l'intermittent parce qu'on a un métabolisme contraire au leur. Et donc, le lactique, bon, certes, la filière est moins utilisée chez le jeune, mais ça ne veut pas dire qu'elle est immature. Alors, on peut introduire le lactique chez les jeunes avant la puberté, on peut proposer des efforts intensifs un petit peu prolongés. C'est nécessaire de le faire parce que l'enfant doit comprendre ce qu'est un effort intensif, mais ce n'est pas une priorité. Après, en fonction des objectifs au moment de l'adolescence et au moment du stade adulte, après, on pourra peut-être introduire plus de lactique. Après, tout dépend des objectifs qui sont visés, des disciplines qui sont pratiquées. Et quand je vous disais que à l'époque, on considérait que le lactique n'était pas entraînable, c'est faux. Vous voyez que dès les années 70, vous avez cette étude-là qui, au bout de 6 semaines, à raison de 2 à 3 séances par semaine, en proposant l'intermittent à des gamins de 11 ans, eh bien, cette étude-là, elle montre que l'activité de la PFK, alors la PFK, c'est une enzyme glycolytique, c'est une enzyme qui intervient dans la filière lactique, et vous voyez qu'après seulement 6 semaines d'entraînement, sans faire du lactique, en faisant un travail mixte qui est orienté sur de l'aérobie et de l'anaérobie, un intervalle training, vous voyez qu'on peut très fortement augmenter l'activité de cette PFK et donc l'activité de la filière lactique.
dès 11 ans. Donc, ça veut dire qu'avant la puberté, on peut aussi entraîner le lactique sans difficulté. Mais encore une fois, pour moi, avant le pic de croissance rapide, l'énergétique n'est pas une priorité. Il vaut mieux, encore une fois, privilégier la motricité et le développement des habiletés motrices. Alors voilà, et rapidement pour terminer, vous avez ici le logiciel que vous pouvez retrouver, je vous ferai passer, c'est un logiciel que vous pouvez retrouver en ligne. Donc il vous suffit à partir de ce logiciel-là, voyez, de cliquer sur le sexe, fille, garçon, de mettre la date de naissance de l'enfant, la date d'évaluation, vous y mettez la taille debout, la taille assise. Alors la taille assise, vous pouvez, vous voyez, l'évaluer grâce à une toise. Vous mettez ici, vous positionnez le jeune bien en arrière, les fesses bien en arrière, bien collées contre le socle, le regard horizontal, et puis vous mesurez la taille assise entre le vertex, c'est-à-dire le sommet du crâne, et l'assise. Et là, vous avez une belle mesure de taille assise que vous introduisez finalement ici dans le programme, là, à ce niveau-là. Vous mettez le poids. Vous retrouvez toutes les entrées que vous avez mis à ce niveau-là, donc ici, les inputs. Donc là, vous avez un jeune qui est âgé de 11 ans à peu près, et vous avez une sortie, c'est-à-dire que là, vous avez une estimation de l'âge qui correspond au pic de croissance rapide de la taille. C'est le peak height velocity en anglais, la vitesse de croissance rapide de la taille. Et donc, on a une estimation, vous voyez, aux alentours de 14 ans. C'est-à-dire que le jeune, au moment où on l'a évalué, eh bien, il est à 3 ans de son PVC. Donc, il a 11 ans, il a une estimation à 14 ans de son PVC, c'est-à-dire qu'il est à peu près à 3 ans de son PVC. Et là, à partir de cette estimation, ben, vous aurez compris qu'on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut programmer, structurer, organiser le programme d'entraînement, voilà, à la fois pour essayer d'optimiser la performance future du jeune, à moyen ou à long terme, mais aussi, attention, prévenir les blessures autour de ce PVC. Et en plus, l'avantage de ce type de programme, c'est que vous pouvez, en plus de l'estimation de l'âge au pic de croissance rapide de la taille, vous pouvez aussi prédire la taille future de l'enfant lorsqu'il va devenir adulte. Et là, on retrouve exactement les entrées. Et là, c'est ce jeune-là, vous voyez, il est estimé à 1m76. Voilà. Donc 1m76, taille moyenne pour un garçon aujourd'hui. Mais si il veut être sur un podium olympique, voilà, en natation, par exemple, sur les épreuves de sprint, dont on sait qu'il faut faire au moins 2 mètres pour être médaillé olympique, chez les garçons, vous voyez que là, lui, inutile de vous dire qu'il en sera incapable, il ne pourra pas atteindre le niveau olympique en natation, trop petit. Donc, on va peut-être plus s'orienter sur les épreuves de longue distance, hein, sur des distances de nage en eau libre, hein, ça peut être du 5, 10, 25 km, ou d'autres disciplines, pourquoi pas. Alors, pour conclure, je suis désolé, je suis long. Pour conclure, je vous dirais qu'il faut, en plus de l'âge chronologique, essayer de tenir compte de la maturation et du PVC dans la structuration de l'entraînement chez l'enfant. Il ne faut pas hésiter à utiliser le PVC pour justement mieux programmer le développement des qualités physiques. Ça, c'est un message fort à faire passer. Et ensuite, au niveau de la structuration et de l'organisation des habiletés, enfin, en tout cas des qualités physiques, retenez qu'avant la puberté, le travail doit être orienté sur le développement des habiletés motrices, coordination, équilibre, adresse, proprioception, etc. Mais ces habiletés motrices, elles doivent être entretenues et maintenues au moment de l'adolescence, puisque c'est une période de maladresse en raison, voyez, des proportions corporelles qui se modifient énormément. Les qualités de force et de puissance, n'attendez pas le PVC ou après le PVC. Si vous regardez le delta canadien, la force, elle est placée toujours après le PVC. C'est une aberration. La force et la puissance, le travail de renforcement musculaire, il est essentiel, primordial, dès 7, 8 ans, 9 ans, avec des charges libres, légères, mais en tout cas, il faut travailler de la force et de la puissance pour prévenir les blessures au moment du PVC et après. Donc, n'attendez pas le PVC ou après pour faire du travail de renforcement musculaire. Le DLTA canadien, j'insiste, pour moi, il y a des erreurs dans leur modèle.
Et au niveau de l'endurance et de la souplesse, l'endurance, elle est élevée, en tout cas l'endurance métabolique, elle est élevée chez l'enfant prépubère. Elle est forcément plus faible par rapport à un adulte, parce que si vous proposez une endurance, une vitesse, en tout cas un exercice à la même vitesse à un enfant et un adulte, l'enfant étant plus petit, ayant des longueurs segmentaires plus courtes, ayant une coordination moins bonne, etc., forcément, son niveau de performance aérobie sera plus faible. Mais en tout cas, son endurance métabolique, la capacité oxydative musculaire, elle doit être maintenue au moment de l'adolescence, c'est important. Et la souplesse également, puisque au moment de l'adolescence, le système musculo-tendineux devient plus raide, donc il faut essayer de garder la souplesse du système pour éviter les pathologies de croissance. Voilà, je vous remercie pour votre attention, un petit peu de publicité, si je peux me permettre, voilà, sur cet ouvrage que j'avais publié en 2018, Préparation physique du jeune sportif, où vous pourrez trouver d'autres chapitres en lien avec cette thématique. Voilà, je vous remercie de votre attention et désolé pour avoir été un petit peu long. Merci Sébastien pour ce brillant exposé et l'importance et la spécificité des jeunes et de la préparation, on va dire, motrice et physique chez les jeunes. Il y a eu quelques questions. Alors, les questions arrivent sur le PVC, mais tu es revenu sur comment le calculer. Alors, il y en a qui demandaient le lien du petit logiciel. Il y a une question sur la hausse quantitative qui a tendance à déplacer le pic de croissance dans le temps et comment en tenir compte. Donc, je pense que c'est la hausse quantitative d'entraînement, d'intensité. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant. Alors oui, bien sûr. Bien sûr. Après, au-delà de la maths, alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir ou celui ou celle qui a posé la question, si elle veut interagir ou pas, il n'y a aucun problème, hein, il n'y a pas de souci. Sinon, je peux donner mon avis dessus dès maintenant. Vas-y, comme ça je lis en même temps les autres questions qui sont arrivées. Oui, alors, ce qu'il faut, alors, bien sûr, le PVC, vous avez bien compris qu'en moyenne, il est à 12 ans chez la fille, 14 ans chez le garçon, que le PVC, il peut arriver plus précocement ou plus tardivement. Ça, c'est purement génétique. Mais en tout cas, il peut aussi être influencé par la charge de travail, la charge d'entraînement. Si vous prenez, par exemple, des jeunes gymnastes qui s'entraînent 15, 20 heures, voire plus par semaine, leur croissance, en fait, elle est retardée. C'est-à-dire que généralement, ce sont des jeunes qui s'entraînent beaucoup, dont la balance énergétique est négative, c'est-à-dire que les apports énergétiques sont insuffisants par rapport aux dépenses. Et donc, la balance énergétique étant négative, ça a un impact sur l'apparition de ce pic de croissance rapide de la taille. Donc, en fait, vous avez des jeunes qui s'entraînent beaucoup, mais qui vont grandir plus tardivement. Et c'est lorsqu'ils vont se réalimenter correctement, en tout cas lorsque la balance énergétique va devenir équilibrée, voire positive, que le jeune va rattraper sa courbe de croissance normale et atteindre sa taille future adulte normale. En fait, hein. Donc en fait, vous avez un décalage du PVC en fait, qui peut être forcément en lien avec la charge de travail que subit l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un problème de nutrition, d'alimentation qui est mal adapté par rapport aux dépenses. Et donc, on a forcément un retard de croissance. Mais ça ne veut pas dire que la taille future de l'enfant est réduite. Donc, si on vient à la gym, par exemple, c'est parce que les enfants sont petits et que les parents sont petits. Et on vient à la gym parce que les enfants viennent à la gym parce que leur somatotype, leur morphotype correspond aux exigences de la gym. Pour les rotations, pour les accélérations, les décélérations, il faut absolument des moments d'inertie qui soient petits. Si vous prenez Simone Biles, la gymnaste la plus médaillée de tous les temps en gymnastique, hein, c'est 1m47. Hein. Donc voilà. Et puis, pour prendre le contre-pied, la gym ne fait pas rétrécir, tout comme le basket ne fait pas grandir. Donc, vous voyez, donc, il faut faire attention aux fausses idées, aux préjugés qu'on peut avoir encore dans le milieu sportif et qui datent de maintenant des années antérieures. En tout cas, retenez que le PVC, il est conditionné par la génétique, forcément par la maturation, mais aussi par des facteurs environnementaux qui relèvent, par exemple, de la nutrition et des apports énergétiques. Il y a une question sur l'âge à quel âge faire ces mesures de PVC avec la taille assise et la taille. Voilà. Est-ce qu'on peut le refaire plusieurs fois ou est-ce qu'il y a un âge
Est-ce que plus proche de la puberté, ça sera plus précis? Alors oui, plus on se rapproche des 12 ans chez la fille, des 14 ans chez le garçon, plus le modèle est prédictif et précis. Cela dit, les équations de prédiction, elles sont valables entre l'âge de 9 ans et de 16 ans. Mais en tout cas, l'erreur de mesure est plus faible lorsqu'on se rapproche des 12 ans chez la fille et de 14 ans chez les garçons. Maintenant, pour être plus précis, parce que ça, c'est une méthode de prédiction, hein, pour être plus précis, n'hésitez pas dans votre suivi de faire des mesures de taille debout, de taille assise et de poids de manière régulière tous les 3 mois, par exemple, pour constituer vous-même la courbe de croissance, de la vitesse de croissance de la taille et du poids. Ça, il n'y a pas plus précis. Et du coup, vous allez voir à quel moment, finalement, l'enfant il se situe dans cette vitesse de croissance. Donc, n'hésitez pas à faire ces mesures qui prennent pas longtemps et qui sont vraiment des mesures de terrain et qui relèvent et qui sont des indicateurs phares dans l'accompagnement des jeunes aujourd'hui. Merci pour ces précisions. Et Anthony qui vous a donné le lien de l'application pour déterminer ce PVC. Je vais laisser la parole à Steven qui a levé la main. Je t'active, ou si tu peux activer ton micro, Steven. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit au niveau de la maturation somatique avec la croissance des membres inférieurs donc, qui est plus rapide que celle du tronc et qui génère donc finalement une tension musculaire générateur de blessures, ou en tout cas un facteur favorisant de blessures. Et je me demandais quelle était l'influence de la maturation somatique sur finalement la raideur du complexe musculo-squelettique, qui est un facteur biomécanique de performance en course à pied, finalement. Oui, c'est une bonne question. Ce qui relève de la compliance du système musculo-tendineux, oui, c'est l'activation nerveuse et également finalement la compliance tendineuse, c'est-à-dire cette compliance, en fait, elle va contrôler le transfert ou le transfert de force finalement vers le muscle. Alors, chez les enfants prépubères, le problème, c'est que le système étant tellement compliant que finalement, la capacité de restitution de l'énergie élastique par le système musculo-tendineux sur des cycles étirement-détente ou des cycles étirement-contraction, en fait, cette capacité de restitution élastique, en fait, elle est moins efficace chez les enfants. Donc, ça veut dire que les qualités de rebond ou de renvoi sur des phases d'appui ou de restitution, en tout cas, ces qualités de rebond ou d'appui sont moins efficaces, elles sont moins bonnes chez les enfants. Donc, quand je parle de l'entraînement de la force, parmi les méthodes de renforcement, il y a la pliométrie. Et la pliométrie, ça devrait être systématiquement aussi introduit dans la préparation physique des jeunes, justement pour essayer de rendre un peu moins compliant le système et de permettre une meilleure capacité de renvoi et de restitution de l'énergie élastique. Et ces qualités de rebond, en fait, de renvoi, en fait, elles ne sont pas uniquement nécessaires sur la performance au saut vertical ou sur des sauts horizontaux. Elle est aussi essentielle sur l'endurance. Parce que l'endurance, en dehors des aspects métaboliques, il y a aussi des aspects biomécaniques. Et donc, du coup, ces qualités de renvoi et de rebond, si on améliore les qualités de rebond, en fait, c'est très bien finalement pour augmenter le rendement et réduire le coût énergétique de la locomotion et de la course à pied chez les jeunes. Donc, la pliométrie, pour moi, c'est majeur en termes de préparation physique, aussi bien sur les performances de sauts verticaux que de course à pied ou d'endurance. D'accord. Et est-ce que je peux vous demander une petite précision là-dessus, justement, sur le fait que, sans parler de l'entraînement, est-ce que le simple fait de la maturation va permettre une cinétique d'évolution de cette raideur musculaire, linéaire ou pas? Alors, linéaire, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que la maturation n'est pas un phénomène linéaire, justement. Mais par contre, la maturation à elle seule, oui, je pense que ne serait-ce que par la maturation, la compliance musculo-tendineuse diminue et donc forcément le transfert ou
le, cette capacité de restitution, elle est améliorée. Voilà. Donc, en fait, il y a à la fois de l'inné et de l'acquis dans tout ça. Ok, merci beaucoup. Mais oui, c'est une bonne question parce que il faut bien faire la différence entre ce qui relève du développement et de l'entraînement. Et les deux agissent sur le système musculo-tendineux. Il y avait aussi une question sur tout ce qui est renforcement, les séances de renforcement musculaire. Est-ce que tu as des éléments sur le nombre de séances qu'on pourrait faire idéalement en période prépubère et aussi pendant la puberté? Bon, après, tout dépend des conditions d'entraînement en fait. Si je prends je suis intervenu pour la Fédération française de tennis il n'y a pas longtemps. Il faut savoir qu'à l'âge de 10 ans, par exemple, les jeunes s'entraînent entre 10 et 14 heures en tennis, plus 4 à 5 heures de préparation physique, plus les matchs. Donc après, ce sont des jeunes qui forcément se retrouvent dans des pôles, dans des centres de formation. Maintenant, après, tout dépend des conditions dans lesquelles le jeune se retrouve. Hein. Donc, maintenant, par moment, il vaut mieux peut-être réduire le volume spécifique à la discipline et augmenter les séances de préparation physique. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes qui pratiquent une activité à maturité précoce, une spécialisation précoce, on s'aperçoit que ce n'est pas la meilleure façon pour son développement et pour arriver au haut niveau par la suite. Et pour arriver au haut niveau, en fait, en tout cas, les athlètes qui arrivent au haut niveau, ce sont des athlètes qui sont passés par du multisport. Et donc, et aussi par un travail de renforcement musculaire à titre préventif. Donc, vaut mieux par moment réduire le volume de la discipline ou bien et augmenter le renforcement musculaire. Après, il y a des activités comme le triathlon. Hein. Le triathlon, voilà, on peut faire de l'entraînement croisé. Donc, Romain Lieu présentera ça sur un prochain webinaire. Mais on peut faire de l'entraînement croisé, c'est-à-dire qu'au-delà de la course à pied, on peut compléter avec du cyclisme, avec du renforcement, en tout cas, éviter la spécialisation et essayer d'avoir une approche un petit peu plus, on va dire, intégrative des choses, et non trop spécifique. Merci Sébastien. Il n'y a pas d'autres questions d'ordre général. Je ne sais pas s'il y en a une ou deux qui arrivent. Sinon, la prochaine intervention dans le package de ces 4 webinaires, c'était l'intervention sur le cœur et l'endurance qui aura lieu le 25 mars, avec aussi un enseignant-chercheur qui travaille sur Avignon, qui est Stéphane Notin. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à ce webinaire. Du coup, je vous remercie Sébastien pour. Voilà. Et en fait, j'avais vu 15 questions, mais en fait, c'était plein de remerciements qui t'étaient adressés et sur ta présentation qui était très complète. Donc, je tiens à te remercier et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine pour un prochain webinaire. Merci. Voilà, merci à vous tous. À bientôt. Bonne soirée.